Et donc j'appelle Robin Santi du Stade Toulousain qui va nous montrer ses travaux préliminaires de thèse mobilisant la philosophie du sport dans l'enseignement du jeu ou en tout cas dans la culture du jeu. Robin, je te laisse expliquer mieux que moi tes travaux. En tout cas, je suis ravi que tu puisses venir nous éclairer. Ça va faire une ouverture aussi par rapport à une dimension psychologique qui est très très prégnante et une ouverture vers les sciences sociales. Je te remercie infiniment de pouvoir être ici. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Mickaël, pour l'invitation. Alors, avant de commencer, je vais juste retracer très très vite comment j'en suis arrivé là, parce que ça peut aider un peu à piger tout le process qu'il y a derrière. Moi, de base, je suis issu d'une licence en philosophie, puis d'un master en philosophie appliquée, ce qui est assez improbable. Et en parallèle de ça, j'ai été arbitre de rugby et je suis éducateur de rugby depuis 2020. Et à la fin de mon master, je me suis orienté vers mon club, le Stade, et je leur ai proposé d'avoir un projet qui soit un peu double pour associer à la fois la philo, le rugby, mon côté éducateur, et essayer d'avancer sur ces aspects-là. Alors, la particularité, c'est que ma thèse, elle s'inscrit en sciences de l'éducation, donc pas en philo à proprement parler. L'idée, c'est que je mène un dispositif transformatif sur l'école de rugby au Stade Toulousain, sur les catégories moins de 12, moins de 14. Et souvent, quand on me demande d'intervenir, c'est plus sur l'aspect technologique de la formation et sur tous ces aspects-là de formation d'éducateur, de contenu d'entraînement. Et là, c'est un peu la première fois qu'on me demande d'intervenir sur l'aspect philo, qui généralement n'intéresse pas grand monde. Donc, merci beaucoup, Mika, pour cette opportunité-là. Et en même temps, pour moi, c'est un exercice un peu périlleux, parce que cette présentation-là, je la teste un peu aujourd'hui avec vous. Donc, je demande votre indulgence. L'idée, c'est que, en fait, on va essayer de partir un petit peu pour pas que ce soit trop abstrait non plus. L'idée, c'est de partir un peu de ce qu'on fait sur le terrain en tant qu'éducateur, pour se poser la question de quels sont les enjeux qui sont sous-tendus par cette activité-là, sur le plan éducatif et sur le plan éthique. Et on va un petit peu définir ces termes-là, on va se rendre compte qu'en fait, ils recouvrent un petit peu la même réalité. L'idée, c'est de partir de deux postulats. Le premier, c'est que il ne peut pas y avoir de neutralité éthique dans l'activité d'entraînement. Alors la neutralité éthique, ça serait quoi? Ça serait de dire non, mais moi je ne suis pas éducateur, moi je suis entraîneur, je m'occupe de l'aspect technique, voilà, j'apprends à faire des passes, j'apprends à jouer au surnombre, et en fait ma mission s'arrête là. Et en fait, le premier postulat, c'est de dire non, ça ne peut pas s'arrêter là, parce que on va automatiquement véhiculer ce qui est décrit ici, que je ne vais pas lire, mais en gros, c'est une certaine vision de l'éducation qui peut renvoyer à une anthropologie sous-jacente ou à une vision de la société. Et en fait, il y a un projet pédagogico-politique qui se met en place derrière et ça ne peut pas être décorrélé. C'est inconcevable. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la gestion d'un groupe d'entraînement, chez les moins de 12, chez les moins de 14, mais au-dessus et en dessous, dans tout ce qu'on va mettre en place, il y a une réflexion éthique qui se joue derrière. Dans la façon dont on va gérer le groupe. Si les moins de 12, avant l'entraînement, ils sortent tous les ballons, ils donnent des grands coups de pompe partout, ils tapent au poteau. Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on est là pour contrôler? Est-ce qu'on est là pour les dresser, en fait, les amener à déjà de la rigueur, de la performance? Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les responsabilise par rapport à ça? Est-ce qu'on les fait se questionner? Déjà, derrière ça, il y a une vision philosophique de ce qu'on veut mettre en place derrière. Dans la façon dont on va organiser la compétition, parce qu'en école de rugby, les éducateurs sont aussi ceux qui organisent les compétitions. Il y a un exemple que je prends souvent sur un tournoi. Ce qui se passe généralement, c'est que la poule des premiers joue sur le terrain d'honneur et la poule des équipes les moins bien classées le matin joue sur le terrain annexe, qui souvent est mal tracé, où il manque les poteaux de coin. Bon, là, il y a une symbolique qu'on véhicule derrière ça. Et donc, le fait de faire ce choix-là en tant qu'organisateur de tournoi, il n'est pas neutre, il ne peut pas être neutre. Et donc, ça fait partie des sujets qui doivent rentrer dans la réflexion éthique d'un éducateur en école de rugby. Et plus largement encore, au cœur du projet de jeu, est-ce qu'on décide de diviser assez clairement les tâches avec des joueurs qui seraient les leaders stratèges très tôt, des minimes? On a des joueurs, eux, ils savent comment gérer, ils savent quand est-ce qu'on va sortir du camp, ils savent quand est-ce qu'on va faire ci, et des mecs plutôt exécutants? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va essayer de développer chez chacun des joueurs une certaine compréhension du jeu qui va les amener à de la polyvalence, à de la compréhension de l'activité, et donc fatalement avec l'acceptation de peut-être être un petit peu moins performant, ou en tout cas un petit peu moins efficace en compétition. Est-ce qu'on instaure un capitaine à tournant pour faire tourner les responsabilités au sein de l'effectif, ou est-ce que le capitaine c'est le même du 1er septembre jusqu'au 30 juin quand la saison s'arrête?
Est-ce qu'on communique avec les joueurs en école de rugby à l'arrivée du jeu à 15 en minime pour savoir quel est le poste qui les intéresse a priori, leur donner la possibilité de l'essayer, d'en essayer 1, 2, 3 et peut-être éventuellement leur expliquer aussi la contrainte que bon, ben, dans un projet collectif on ne peut pas répondre non plus aux desiderata de chacun. Donc dans cette idée-là déjà il y a plein de réflexions. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en fait, hein, mais le tout, c'est déjà de se poser la question. C'est déjà une petite avancée. Et le deuxième postulat que je vais vous partager, c'est celui qui ancre un petit peu aussi mon travail, c'est que dans le cadre du dispositif de formation que je mets en place, je suis dans le cadre de l'anthropologie culturaliste, qui en fait postule que tout se joue au sein d'un arrière-plan, et là on se réfère à Wittgenstein en termes philosophiques, mais l'arrière-plan c'est quoi? C'est que, et on parlait d'enseignement explicite, implicite tout à l'heure, ben, l'idée c'est que ça se joue aussi beaucoup de façon implicite, et dans cet implicite-là, c'est savoir, au-delà de ce qu'on va communiquer verbalement et de façon très ostensive, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit un peu plus en trame de fond et qui puisse quand même avoir les effets éthiques qu'on voudrait avoir. Donc évidemment, une réflexion sur le climat d'apprentissage, qu'on va pas élaborer plus que ça parce que ça a été déjà beaucoup présenté aujourd'hui. La réflexion sur la façon de manager un groupe. Est-ce qu'il y a des titulaires indiscutables? Est-ce qu'il y a des remplaçants professionnels? Est-ce que l'éducateur s'efforce de mettre en place une rotation au risque de des fois sortir les leaders, ce qui parfois peut perturber un peu perturber le groupe, mais qui en minime a quand même du sens? Parce qu'à travers ces choix-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même une hiérarchisation des joueurs qui peut se mettre en place, une instauration de statut. Et est-ce que vraiment on accepte de rentrer dans ce jeu-là? Et après, en termes d'arrière-plan et de ce qu'on peut véhiculer, ben, le rapport aux adversaires. Si mon éducateur en moins de 14, il peut aller à midi boire des coups avec l'éducateur du club d'en face, parler rugby avec lui, et qu'en fait, il y a cette amitié, mais en tout cas ces rapports cordiaux qui se jouent, c'est peut-être plus simple pour les enfants de se dire bah, moi aussi je peux aller discuter avec les joueurs de l'équipe d'en face avant le match, après le match, partager la collation avec eux. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais si aucun contact ne se noue d'aucune façon que ce soit, en termes d'image qu'on renvoie, d'exemplarité, peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ces deux postulats étant posés, se pose maintenant la question de qu'est-ce qu'on veut véhiculer et comment on va le faire? Parce que ces deux postulats ne disent rien de ce que finalement on veut mettre en place. Et sur ça, j'aimerais vous présenter le philosophe qui structure un petit peu ma thèse, qui est ce type, John Dewey, Dewey, on le prononce comme on veut, qui est un philosophe états-unien des années du début du XXe siècle, qui est un mec très intéressant parce que c'est un philosophe de l'éducation, et ils ne sont pas nombreux, mais lui c'en est un. Et je vous ai mis 3 extraits que je trouve assez éclairants et assez heuristiques sur sa conception de l'éducation et les liens qu'il peut tracer à la fois avec l'éthique et avec la démocratie. Alors le premier extrait, c'est celui-ci, où il définit ce qu'il appelle caractère moral. Alors le caractère moral, c'est, si on fait le lien avec les notions qui sont un peu plus psycho qu'a évoqué Pierre juste avant avec le Positive Youth Development, ben là on est plutôt sur une conception assez philosophique de ce qu'on veut faire émerger chez les jeunes joueurs, chez les jeunes sportifs. Et j'élargis un petit peu le propos au sport en général. Le caractère moral, c'est le pouvoir de s'adapter à la vie sociale, la capacité d'y fonctionner comme partie d'un tout. Et après, il développe un petit peu l'intuition de la vie collective, l'intelligence du mécanisme et des forces qui actionnent la société, l'intérêt pour la vie d'autrui et le sens de la solidarité sociale. Alors, c'est philosophique, hein, et probablement que tous ces termes ils se superposent un petit peu, mais c'est l'état d'esprit en fait qu'il faut en ressortir. Et si on se dit que c'est ça qu'on veut développer chez le jeune joueur, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on va le développer? Mais se poser cette question, c'est déjà accepter que c'est ça qu'on veut développer. Et c'est important de le verbaliser et de se le mettre en tête pour commencer un petit peu à se le conceptualiser. La deuxième idée, c'est que le grand concept de John Dewey, c'est son concept de communauté en miniature. Pour lui, chaque institution éducative, que ce soit l'école de rugby ou de façon générale, toute institution qui accueille des enfants et qui a l'objectif de les éduquer, doit être organisée comme une communauté en miniature, c'est-à-dire une école comme mode de vie social avec des interactions qui sont générées assez naturellement, avec la nécessité de coopérer, avec des travaux en commun. Et c'est cette organisation-là de l'école
qui va vraiment la rendre éducative en ce sens qu'elle va générer de la vie en communauté, de la coopération, de l'échange, de l'aide, bon, etc. Et tout ce qu'on a vu juste avant. Et en fait, sa conclusion, c'est que la meilleure forme d'enseignement vise à réaliser l'interrelation de l'école et de la vie, et donc à tracer des liens en permanence entre ce qu'on peut apprendre au rugby en termes de comportements prosociaux, pour reprendre un vocable un peu psycho, parce que évidemment qu'il y a des liens à tisser entre les deux, hein, mais philosophiquement, c'est ça, c'est ce qu'on fait à l'école de rugby, on veut que ce soit l'école de la vie, dans l'expression consacrée, et donc comment est-ce qu'on l'organise pour créer du lien, pour susciter de la réflexion morale chez les enfants, pour qu'ils comprennent que ce qu'on fait dans une équipe de rugby, on est amené à le faire plus tard dans la société. Et c'est pour ça que sa conception de l'éducation, elle est éminemment démocratique. Et d'ailleurs, l'ouvrage, je ne sais pas si vous voyez les références parce que c'est très clair, mais son grand ouvrage à John Dewey, il s'appelle Démocratie et éducation. Et en fait, pour lui, c'est assez indissociable. Bon, ceci étant posé, je me posais un peu la question de savoir comment j'amène le reste. Et en fait, je me suis dit que c'était intéressant du point de vue pédagogique de créer une sorte de dialogue entre John Dewey et Pierre Villepreux. Pierre Villepreux étant, comme vous le savez, un grand théoricien du rugby français qui a pu entraîner au Stade Toulousain et dont les théories sur le jeu structurent un petit peu toute la conception de l'apprentissage qu'on peut avoir. Alors au Stade Toulousain évidemment, mais dans plein d'autres clubs, hein, c'est une évidence. D'ailleurs, Villepreux a été DTN. Et donc en 3 points, bon, je passe un petit peu vite sur les citations, mais il me semble qu'il y a 3 grands points de leur conception de la pédagogie qui les réunit. Le premier point, c'est que le pourquoi doit toujours précéder le comment dans l'apprentissage. Autrement dit, la compréhension de l'activité rugby, d'ailleurs c'est écrit là, la compréhension de l'activité rugby va toujours précéder la maîtrise des gestes techniques. Donc, apprendre aux joueurs à faire des passes, oui, c'est très bien, d'accord, mais d'abord, il faudrait qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils font la passe et à quel moment ils doivent faire la passe. Ça peut paraître con, hein, mais cela étant dit, c'est un point qui est quand même grandement souligné, puisque le fait de donner du sens à tous les apprentissages, c'est pas la chose la plus évidente à faire quand on est éducateur, à faire apparaître le sens des situations et des ateliers qu'on met en œuvre sur le terrain, le fait de développer de façon globale une compréhension de l'activité dans ses rouages les plus profonds, c'est pas la tâche la plus aisée et c'est quand même la priorité pour ces auteurs-là. Villepreux mobilise d'ailleurs le concept de référentiel commun. Le référentiel commun, c'est donner des repères collectifs auxquels tous les joueurs vont pouvoir se référer dans la compréhension de ce qui se passe. Exemple tout bête, quand j'ai un coéquipier qui franchit devant moi, je vais devoir me porter très proche dans ses mains, en convergeant, pour pouvoir permettre la continuité du mouvement. C'est un repère commun, et donc ça fait partie du référentiel en question. Autre idée, c'est l'idée selon laquelle les joueurs décident. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté qui est laissée aux joueurs dans la conception de Villepreux et une grande liberté qui est laissée aux enfants dans la conception de l'éducation de John Dewey. Cette liberté-là, elle est assez fondamentale parce qu'on postule qu'en fait, je vous lis la citation de Dewey, on doit laisser les enfants être dans l'action et en même temps, on doit s'assurer que l'action requiert l'observation, l'acquisition des connaissances, évidemment, mais aussi l'usage d'une imagination créatrice. Et ce concept de création, d'imagination et de place laissée à la liberté, à l'initiative notamment, c'est assez central dans cette philosophie-là et c'est ça aussi qui fait sa richesse. Et du coup, forcément, ce qui est sous-tendu, c'est que le rôle de l'éducateur sera plutôt de poser des problèmes plutôt que d'apprendre aux joueurs des leçons. Et donc d'accepter que la réponse du joueur ne soit pas forcément celle qu'il souhaite voir advenir en tant que modèle, mais que le joueur peut apporter une solution qui réponde au problème et qui n'était pas forcément celle attendue. Et ça, c'est un effort pour un entraîneur, pour un éducateur, et c'est un état d'esprit qui convient de véhiculer. Donc se pose la question évidemment de la liberté du joueur et de ce qu'on lui laisse faire. Est-ce qu'on lui laisse contre-attaquer depuis ses 22 mètres ou pas ? Pas nécessairement, mais peut-être que si, peut-être que c'est pas si idiot. Dans une idée finale, et là c'est une citation d'un lecteur de John Dewey, c'est de rendre les joueurs ingouvernables. Les joueurs, mais aussi dans le cadre d'une institution scolaire, de rendre les élèves ingouvernables parce qu'on leur a apporté suffisamment de compréhension de ce qui se trame, suffisamment d'outils de coopération, de travail en commun et suffisamment de liberté et de liberté d'initiative pour qu'ils puissent finalement se gérer tout seuls et qu'ils n'aient plus besoin d'entraîneur à la fin de la saison. Et la dernière idée,
Et celle-là, c'est plus John Dewey, mais encore que pas forcément. Enfin, dans le dialogue, ils sont assez d'accord là-dessus. Mais ce concept est intéressant, c'est celui de la communauté en miniature et de la nécessité de la faire vivre. Alors, la faire vivre, comment ça se concrétise? Bon, vous avez les citations, évidemment, que je vous laisse lire, hein, et d'ailleurs qui sont issues de... Vous avez les références, mais dans lesquelles c'est encore plus développé. L'idée, c'est quoi? C'est juste de dire, bon, la communauté en miniature, il faut la faire apparaître pour les joueurs. La faire apparaître, c'est à travers des choses très concrètes, c'est-à-dire que le porteur du ballon est responsable du ballon, les soutiens sont responsables du porteur, dans un objectif de continuité du mouvement, et dès lors qu'on instaure ces repères communs, dès lors qu'on instaure cette philosophie-là, alors la coopération prend beaucoup de sens. Et pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle ait du sens. Donc, en l'occurrence, on est vraiment dans ce projet-là. Et après, et ça c'est ce que j'aime bien vendre, c'est la force du rugby. Le rugby est un sport, et c'est peut-être le sport, mais je ne vais pas m'avancer en disant ça, mais c'est quand même le sport qui, de par sa structure, est celui qui se prête le plus à ce projet éducatif-là. Pourquoi? Parce que ça se joue à 15. C'est le sport collectif probablement qui se joue avec le plus grand nombre de joueurs sur le terrain, plus 8 remplaçants, plus les hors-groupes, ce qui peut donner des groupes d'entraînement à 40, 50 joueurs, avec ce que ça suppose comme diversité dans les profils, qui en plus peut se retrouver sur le terrain au même endroit, puisqu'on a besoin de mecs solides, on a besoin de mecs plus légers, de mecs très rapides, de mecs plus denses, on a besoin de tout le monde en fait au rugby. Et c'est ce côté très inclusif qui fait qu'on peut retrouver les conditions de la communauté en miniature et de la société en miniature. Donc donner du sens au collectif, c'est aussi faire comprendre à chacun qu'il peut apporter son petit grain de sel, qui peut trouver son rôle et que chacun a sa force. Et ça, c'est vraiment propre à l'activité rugby, me semble-t-il. J'ai été un peu vite peut-être, et en même temps, c'est vrai qu'on m'avait dit 20 à 25 minutes. Pour un philosophe, c'est un sprint en fait, 20-25 minutes. Donc j'ai un peu tracé, ce qui me laisse le temps du coup d'aborder la troisième partie. La troisième partie, c'est quand même de montrer un petit peu le côté technologique de ce que je mets en place dans ma thèse, c'est-à-dire les retombées de la formation qu'on met en place avec les éducateurs moins de 12 ans en termes d'animation du mouvement général. Donc je vais vous montrer 2 extraits vidéo qui sont issus des séquences justement qui faisaient partie de l'expérimentation. Je ne sais pas si elles sont... Bon, je vais tenter, on verra bien. Le son est important parce qu'on a foutu des micro-cravates sur les éducateurs pendant qu'ils animaient pour qu'on puisse entendre ce qu'ils disaient en termes de guidage verbal, de valorisation des initiatives ou pas. Donc on va le tenter. Ouais, c'est bien monté, mais il faut plaquer. Reste debout, mon grand, faut rester debout. Mais la vitesse, allez, allez. Ouais, faut... Ah, Minou, c'est pas grave, y'a rien, y'a rien. Aide, Thibaut, rattrape-toi, Thibaut. Rattrape-toi, Thibaut, au soutien. Allez, bien, Thibaut. Ah, voilà, tu vois. Reste debout. Ouais, bien, fais de blé. Faut me le virer, Juju. Faut me le virer, comment déblaye. Sors ton ballon loin. Voilà, passe loin, pousse de suite. Attention, vous êtes tous en jeu. Ils ont raison, et pourquoi pas. Ils ont raison. Faut y venir, les Noirs. Bien appelé, Gabin, bien appelé. Faut revenir sur le terrain, reste debout. Tu ne dois pas tomber, le ballon loin. Alors l'exemple il est volontairement imparfait en termes d'animation parce que voilà, alors déjà chez les joueurs il y a un petit peu de déchets techniques, dans l'animation c'est pas hyper clair, on laisse faire un ruck qui enterre le ballon pendant un petit moment alors qu'on pourrait éjecter un second ballon. Bon, au-delà de tout ça, comme disait Pierre, hein, quand on travaille auprès des écoles de rugby, on travaille avec des éducateurs qui sont bénévoles. En l'occurrence, cet éducateur-là, bien qu'ayant un passé de joueur, c'était sa première année en tant qu'éducateur. Et donc, évidemment, on compose avec tout ça. Le parti pris, c'est de plutôt véhiculer à ces éducateurs-là un état d'esprit et une philosophie d'apprentissage du rugby, plutôt que des repères très techniques d'emblée. Donc, en fait, l'idée, c'est, dans l'état d'esprit, est-ce que les joueurs jouent? Oui. Le ballon est toujours en vie. Il y a un ruck, d'accord. Mais bon, quand bien même, dans ce ruck, on mobilise quand même les joueurs pour leur faire comprendre, si vous n'allez pas pousser dans le ruck, vous perdez le ballon. Si vous le laissez trop longtemps, vous allez le perdre aussi. Donc, le but, c'est de l'éjecter très vite. Donc, il y a de la sollicitation. Il y a un guidage verbal qui est didactique et valorisant de la part de l'éducateur, puisque quand le ballon tombe, il dit c'est pas grave, on continue de jouer, j'ai rien vu. Et il y a une valorisation de la combativité, de l'esprit de corps et du coup de ce qui fait un petit peu le ciment collectif de l'activité. Donc ça, c'est une situation qui est intéressante. C'est une situation de mouvement général. Donc cette méthodologie-là, quand même, elle a beaucoup de sens dans ce projet éducatif-là, puisque c'est une méthodologie qui, en elle-même, laisse de la liberté aux joueurs, leur permet d'être à l'initiative de ce qu'ils veulent mettre en place ou pas.
Et donc cet extrait était intéressant parce que voilà, pendant 1 minute 30, les gamins jouent. Ouais. Hop. Et une deuxième que je vais vous montrer, imparfaite aussi évidemment, hein, mais dans l'idée qui arrive à apporter sa patte, avec un éducateur différent. C'est le deuxième éducateur qui était engagé dans le dispositif. Allez, ballon les garçons, laissez le ballon, vas-y, joue là. Et, super, on avance. Ok, bien joué. Ok, stop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que le choix de Aaron, il était bon? Bah pourquoi il est pas bon? Est-ce qu'on n'a pas gagné 30 mètres là? Donc est-ce que le choix il est bon? Je vous rappelle les 3 formes de jeu, ballon. À un moment donné, le jeu au pied, il nous a fait gagner du terrain et on est à 5 mètres de chez eux. Le choix il est bon. Bien joué Aaron, ok? On repart. Voilà, dans l'état d'esprit, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire questionner les joueurs, leur faire poser des questions sur le rugby qui sont des questions de compréhension de l'activité, les solliciter dans l'action et évidemment les valoriser. Alors, on est toujours, pour faire le lien un peu avec ce qu'a dit Pierre juste avant et qui du coup était très intéressant à suivre et les parallèles sont intéressants à tracer. Évidemment qu'on parle d'épanouissement, enfin Pierre en parle plus que moi pour le coup, mais il est question de l'épanouissement des joueurs dans l'activité. Et il est question effectivement de cette dimension mentale et de ce qu'on arrive à amener au travers de l'activité d'éducateur. Et en même temps, il y a cette réflexion qui, pour moi, est une réflexion philosophique. Et alors, la philosophie est sans doute pas une science, mais c'est peut-être l'outil qui permet de faire dialoguer les sciences entre elles. Et en l'occurrence, toute la constitution de ce plan de formation et de ce projet éducatif, elle repose sur de la philosophie, elle repose sur des choix philosophiques, des choix qui sont éthiques. Et en l'occurrence, c'est ça qu'il s'agit de mettre en lumière, c'est que voilà, il y a une animation, encore une fois, qui est imparfaite sur le plan technique parce que peut-être que c'est arrêté un peu tôt, peut-être qu'on aurait pu laisser les rouges récupérer le ballon et marquer, ce qui aurait pu permettre aux joueurs de comprendre encore plus que le coup de pied était un bon choix. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Ça, un éducateur qui a compris, il le régule en 2 ans, c'est réglé. Enfin, même moins d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis 2 ans, mais ça se règle très vite. Mais par contre, l'état d'esprit, le fait de faire confiance aux joueurs, de les laisser jouer, de les valoriser dans ce sens-là, de valoriser les bonnes choses sur un terrain, de poser des questions, de rester humble, de poser des problèmes. Bon, tout cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qu'on ancre encore dans la philosophie qui a été présentée juste avant. Et il me semble que c'est une piste de réflexion qui peut être importante, qu'on peut élargir au-delà des contenus d'entraînement, à la façon, comme on a vu, la façon d'organiser les compétitions. On discutait avec Sylvain tout à l'heure de la compétition à moins de 14 ans. Alors, la compétition à moins de 14 ans, c'est quoi? C'est des matchs de 2 fois 11 minutes. Donc, est-ce que sur des matchs de 2 fois 11 minutes, on laisse suffisamment le temps aux joueurs de prendre des initiatives et de se tromper? Est-ce que la part de déchets qui est inclue dans l'initiative, elle est compensée par le volume qu'on peut mettre sur 22 minutes? C'est pas sûr. Donc peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur est-ce qu'il ne faut pas des matchs plus longs pour valoriser cet état d'esprit-là? Est-ce que dans l'accompagnement, dans l'arbitrage, est-ce que l'arbitrage peut pas être plus valorisant sur certaines actions qu'il ne peut l'être dans le secteur professionnel? Bon, toutes ces questions, ce sont des questions qui se posent assez largement. Là, c'est plus sur le projet de jeu et sur la façon de jouer, mais l'éthique dans le rugby, elle est omniprésente. On parlait aussi des joueurs qui sont des joueurs dits à maturité tardive, c'est-à-dire qui, à 13-14 ans, n'ont pas encore la puberté qui est arrivée comme d'autres. Et donc, c'est de savoir dans un cursus de sélection des joueurs et dans un cursus élitiste, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Est-ce qu'on les laisse sur le carreau parce qu'ils ont un peu de retard physique? Est-ce qu'on a une réflexion sur la façon de les accompagner sur ces années-là? Et en fait, ça, c'est des enjeux éthiques. C'est des enjeux éthiques de l'entraînement des jeunes sportifs. Bon, voilà, je m'arrête là. 23 minutes, ça va, je suis dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.